Mesdames et messieurs, les supporters du LOSC, bonsoir. Alors, je fais une nouvelle introduction par rapport à d'habitude parce qu'on m'a signalé que mes bonsoirs faisaient sursauter certains de nos internautes qui s'assoupissaient en attendant notre minute de méditation. Donc, je vous l'ai fait plutôt cette semaine à la mode ORTF. Donc, bonsoir à tous, bienvenue dans ce bistrot d'Aller le LOSC, le numéro 25 de la 3e saison, l'émission des supporters du LOSC pour les supporters du LOSC, réalisé par le site Aller le LOSC et les dogs du net. Donc une émission que vous retrouvez chaque semaine qui décortique l'actualité du club, à laquelle, avec les piliers du bistrot, des invités, et à laquelle vous pouvez participer à travers les commentaires de la page Facebook du bistrot d'Aller le LOSC. Alors, regardez bien sur la page Facebook du bistrot d'Aller le LOSC, on a un petit souci technique. Et je crois qu'il y a 2 diffusions en simultané de notre émission. Donc, regardez bien quand vous mettrez vos commentaires que vous êtes sur la bonne. Là, c'est celle où il y a le plus d'internautes qui sont branchés. Donc, désolé de ce petit contretemps. Une émission, donc un numéro 25 ce soir avec des piliers de bistrot. Je vais vous présenter d'abord les plus habitués. Donc, vous avez parmi nous Georges, qui est l'habitué de chez habitués. Georges, supporter originaire de Tourcoing, mais de la région de Dunkerque. Bonsoir, Georges. Bonsoir à toutes et tous et bonsoir François. Il est également souvent avec nous, vous le reconnaissez avec ses carreaux, ses rectangles blancs derrière lui. C'est Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Et également présent ce soir, Julien des Dogs de Paris qui nous a retrouvés. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Content d'être avec vous. Alors avec nous, vous avez également un visage que vous connaissez aussi, si vous êtes un habitué du bistrot d'Aller le LOSC. Alors, il n'aime pas forcément la drogue, mais c'est un fan de Pierre Palmade et du Scrabble. Par contre, il apprécie beaucoup la bière et il se nourrit de complots contre le LOSC. C'est Damien Bonne de la page Facebook, Twitter et tout. Drogue, bière et complots contre le LOSC DBC. Bonsoir Damien, ravi de te revoir. Salut François, salut tout le monde. Merci pour cette présentation très juste. Et je n'ai rien inventé, j'ai juste lu le titre du site internet. Je n'ai rien rajouté ou quasiment pas. Par contre, vous avez un visage que vous ne connaissez pas encore. C'est notre invité de cette semaine. Donc, il va se présenter après, mais il est présent ce soir parce qu'il a rédigé un bouquin qui s'appelle Au-delà des Andes, le fabuleux périple européen du club Always Ready La Paz. Donc, c'est l'histoire d'un périple, il va nous le raconter, d'un club bolivien qui est venu faire une tournée en Europe. Alors, vous allez me dire, pourquoi on invite cette personne au bistrot d'Aller le LOSC? Parce que dans cette tournée, ils sont venus jouer au LOSC. Donc, je vous présente Thomas Alain Pouliken, que je vais laisser se présenter. Bonsoir Thomas. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Et c'est vrai que c'est une belle occasion de parler de mon ouvrage, puisqu'effectivement, le club bolivien est passé par Lille. Bon, on aura l'occasion d'y revenir très rapidement. Je crois qu'on va commencer par ça. Mais c'est vrai quand j'ai vu passer sur les réseaux sociaux effectivement ce bouquin et cette allusion au LOSC, vous savez que je suis quelqu'un de très curieux, puis j'adore présenter des bouquins au bistrot d'Aller le LOSC. Donc je me le suis procuré, je l'ai lu et tout de suite, donc j'ai invité Thomas pour venir en parler. Il y a une première question qui me vient à l'esprit. C'est pourquoi un livre sur un club bolivien qui fait un périple en Europe? C'est quoi l'origine? J'aime les sujets de niche. Ah bah là, c'est une vraie niche, il ne doit pas avoir beaucoup de la main dedans. Chez les dogs, il y a sujet de niche d'habitude. C'est ça, il ne doit pas avoir grand chose non plus. Une blague de Lançois, ça. Hein. T'aurais bien te dire qu'on est des caniches. Ouais. Et qu'on tourne dans les films un peu notables. Enfin bref, on sort du sujet. Donc pourquoi justement ce sujet de niche? J'ai habité en Bolivie plusieurs années, où j'ai eu la chance d'avoir différentes expériences journalistiques. Et donc j'étais notamment consultant à la radio qui s'appelle Deporte Total Bolivia, qui est une des plus grandes radios sur place. Et toutes ces émissions, tous ces échanges, toute cette période passée là-bas m'a permis d'échanger justement avec des journalistes et de prendre connaissance d'une tournée qu'avait effectuée un club bolivien en Europe.
Donc, j'ai commencé à chercher des informations sur cette tournée et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc là, on parle de l'année 1961. Donc, à partir de là, donc, j'ai cherché dans les archives boliviennes où, comme je l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Et puis, j'ai cherché sur Internet où il y avait très peu de choses qui étaient proposées. Donc, je me suis dit que j'allais moi-même partir à la recherche, essayer d'aller chercher les informations de cette tournée. Et comme j'avais eu vent que le club bolivien qui s'appelle Always Ready avait joué face à Lille, je me suis dit que j'allais contacter des sympathisants ou des personnes qui étaient dans la ville de Lille. Et j'ai eu le contact justement de la page de Damien, qui... alors, je pense que c'est toi directement, Damien, qui est allé aux archives de la ville de Lille, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme on travaille aussi beaucoup sur archives pour notre blog, dès que tu nous as contactés et que tu nous as donné quelques indications, on est allé chercher ce que tu voulais. Donc, vas-y, je te laisse compléter. Donc, j'ai reçu les quelques articles de La Voix du Nord et de La Voix des Sports de Damien. Et puis, je me suis rendu compte que le score qui était indiqué en Bolivie, qui était de 7-0 pour Lille, c'était en fait de 3-2 pour Lille. Donc, je me suis dit que là, il y avait quelque chose à faire puisque les sources avaient l'air d'être incorrectes. Et puis, petit à petit, j'ai remonté comme ça le fil de la tournée qu'a disputé ce club bolivien. Et au total, au bout de presque 2 ans de recherche, donc, je suis arrivé à avoir contacté 27 clubs dans 10 pays. Donc, j'ai échangé avec des historiens, avec des archivistes aussi, avec des anciens joueurs. J'ai réalisé des entretiens avec des joueurs boliviens qui ont fait cette tournée et qui ont maintenant 80 ans, puisqu'on parle de l'année 1961. Donc, c'était vraiment une histoire, une épopée footballistique humaine d'un autre temps. Et puis, j'ai mis tout ça dans un livre. Il y a même un petit-fils du gardien de but qui m'a envoyé le journal de bord de son grand-père, qui est décédé depuis. J'ai réussi à récolter des photos. Donc, c'est un vrai témoignage de cette époque. Et puis, ça permettait aussi de faire un lien entre les rivalités entre l'Amérique du Sud et l'Europe au niveau du football. Alors, on va y revenir, on va te poser quelques questions sur ce bouquin qui, effectivement, alors, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur cette tournée, mais en fait, le bouquin est très, très documenté avec des photos, donc tu disais des interviews, des comptes rendus, des éléments. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Alors, avant de passer la parole, notamment à Damien, je crois que Damien, tu as également lu le livre? Oui, je l'ai lu, oui. Damien, il n'y a rien qui l'échappe quand on parle de l'histoire du LOSC. Il ne peut pas s'en empêcher, c'est une vraie addiction. Je le disais tout à l'heure en plaisantant, mais c'est complètement vrai. Ouais, je voudrais commencer cette émission et cette interview du bouquin par une tradition du bistrot des LOSC. C'est quand on a un invité, on lui pose une question à la con. Alors, une question à la con, c'est une question complètement stupide, à laquelle l'invité n'est pas obligé de répondre, ou peut répondre n'importe quoi. Après tout, c'est une question à la con, donc il n'y a pas de problème. Dans ton bouquin, à la page 11, alors c'est pour dire que je l'ai vraiment lu, hein, enfin, même si je me suis peut-être arrêté à la page 12, c'est possible, je ne sais pas, mais à la page 11, il y a une citation qui dit « Nos livres viennent toujours de l'Occident », sous-entendu de La Paz, rapporte à l'époque un maître d'école de la région amazonienne du Beni. On y traite du lama, alors qu'ici, personne n'a jamais vu de lama, personne ne connaît cet animal. Alors, j'avais une question, c'était pourquoi avoir choisi de faire la tournée, de passer par Lille? Est-ce que c'était en anticipation parce que vous aviez deviné que Lille était une région où on savait faire éclore les carrières des lamas et notamment de Bernard qui était champion du monde et qui a été international français? Est-ce que ça a un rapport? J'avais espéré qu'il y ait un rapport aussi avec Serge. Oui, mais ça a moins de rapport avec le LOSC là. Ça a moins de rapport avec le Je ne LOSC. crois pas que ce soit le cas. Je ne sais pas quel club supporte Serge Lama. C'est possible, il faudrait le demander, mais à chaque fois qu'on leur pose la question, ils nous répondent qu'ils sont malades. Donc j'ai une autre question à la con. Parmi les auteurs qu'on a reçus, on a reçu Romain Molina qui a fait tomber le président de la Fédération française de foot. Donc, je voulais savoir quel président de fédération tu avais prévu de faire tomber. Voilà, c'est une autre question à la con. C'est le président de la fédération bolivienne qui, pour information, est l'ancien président de l'Always Ready. Donc, ça serait lui ma cible. Ce serait lui ta cible. Il va falloir que je creuse. S'il nous écoute, attention, les jours sont comptés. Hein, Et à La Paz, il va tomber de haut.
Pardon, excusez-moi. Voilà, on l'a fait tout de suite. Si jamais il tombe, ce sera la passe décisive. Voilà, comme ça, elle est faite. On n'en parle plus. C'est une vieille blague qui n'est pas à la base. C'est vrai, tout à fait. Bon, Damien, après ces élucubrations, tu veux nous faire part de ton avis sur le match. Alors, attention, avant de te passer la parole, vous savez qu'on fait gagner des places pour les matchs de foot, les matchs du LOSC. J'ai une place pour Lille-Lorient à faire gagner. Et je voulais poser la question tout de suite parce que je ne voudrais pas que dans les commentaires, l'information échappe à Damien, qui, je sais, est très érudit. Il a certainement déjà la réponse à la question. Le match Lille contre le club Always Ready La Paz a eu lieu en 61, en septembre 61. Je suis en train de chercher la date. Le 16 septembre 61. Question, qui était l'entraîneur du LOSC pour ce match amical? La réponse, vous la donnez dans les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Allée LOSC. Et le premier qui donne la réponse, comme d'habitude, il gagne la place pour le match Lille-Lorient, pour regarder le match avec les supporters du Bistrot d'Allée LOSC. Voilà, vous pouvez y aller, top, go. Damien, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre? Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Quand Thomas nous a contactés il y a 2 ans déjà et qu'il a parlé de ce match amical contre des Boliviens, moi j'avoue que je n'en avais pas du tout connaissance, hein. Mais aussi parce que certainement les années 60 pour le LOSC, elles sont peu connues parce qu'elles sont peu glorieuses. Enfin, ça, c'est une partie de l'explication. Mais je pense que c'est aussi un contexte national. À l'époque, le football français se porte pas très bien. Alors même si la Coupe du Monde 58, la France fait 3e et que Reims sort de 2 finales de Coupe d'Europe, je crois. Finalement, les années 60, c'est un manque d'intérêt médiatique, des clubs en crise financière qui aboutiront d'ailleurs à l'abandon du professionnalisme de beaucoup de clubs à la fin de la décennie, hein, dont Lille et Lens. Donc, moi, je connaissais pas cette histoire quand Thomas m'a contacté. Et là, je l'ai lu ce week-end et avec beaucoup de plaisir. Alors déjà, je trouve que c'est un bel objet. Alors, c'est un livre, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que il est bien maquetté, il est bien foutu. On alterne bien illustration très parlante avec un travail d'archive qui est quand même assez impressionnant, moi, je trouve, d'être allé voir comme ça la presse du monde entier, parce qu'il y a une tournée européenne dans différents clubs, donc ça veut dire différents pays, différentes langues. Enfin, je ne sais pas si tu parles toutes ces langues, Thomas, mais moi, je suis assez impressionné par le travail qui est fait, par les démarches que tu as dû entreprendre, et puis pour restituer une aventure, comme tu dis, qui est humaine. Bon, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais il y a vraiment des passages même très touchants de ces gens qui quittent leur continent et qui sont confrontés aussi à ce qu'est l'Europe à l'époque, c'est-à-dire une Europe coupée en deux entre, on va dire, bloc communiste et bloc occidental, et tu racontes ça très bien quand ils passent d'un camp à l'autre et qu'ils ont des surprises, bonnes ou mauvaises, selon qu'ils soient, par exemple, en Bulgarie ou en Belgique. Donc ouais, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça. C'est écrit de manière très fluide, c'est super intéressant et c'est une super entrée pour évoquer plein de choses autour des questions de géopolitique, quoi, pour le dire rapidement. Donc voilà pour un premier commentaire. Alors, comment dans ton livre, tu décris les difficultés pour monter finalement cette équipe qui est, je crois, le regroupement de plusieurs équipes de La Paz pour pouvoir… Parce que c'était un périple, ils sont partis plus de 3 mois, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, en fait, ils sont partis sans avoir l'idée justement de combien de temps allait durer cette tournée. Ils n'avaient pas vraiment comme je dis dans le livre, ils naviguaient un petit peu à vue, puisque c'était en fonction de leurs résultats. Leur résultat allait susciter ou non la curiosité d'autres équipes européennes. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, lorsqu'ils ont des résultats qui sont négatifs, notamment de l'autre côté du rideau de fer, ils prennent un cinglant, il me semble que c'est 8-0 en Bulgarie. Et à partir de là, derrière, ils ont un petit peu plus de difficultés à trouver des rencontres amicales, puisque leur crédibilité a été un petit peu été esquintée. D'accord. Alors, en plus, à l'époque, dans les années 60, c'est l'Atlantique à traverser, c'est une sacrée opération. Enfin, c'est des avions avec des escales, avec toute une organisation qui est assez compliquée à mettre en œuvre avec peu de moyens financiers, si j'ai bien compris. C'est ça, on est tout à fait dans un autre univers. On parle beaucoup des tournées européennes qu'ont pu réaliser des clubs comme Santos avec Pelé, par exemple, qui, eux, avaient accès aux hôtels les plus prestigieux, au stade aussi et aux clubs qui affrontaient des clubs les plus prestigieux.
Là, on est sur une tournée de seconde zone, on va dire. C'était surtout des clubs de seconde division qu'ils ont affrontés, excepté dans certains pays. Donc, la traversée pour la totalité des joueurs, bon, c'était la première fois qu'ils traversaient l'Atlantique. Certains joueurs avaient déjà été en dehors de la Bolivie puisqu'ils étaient internationaux, mais pour le reste, ils découvraient vraiment un nouveau monde. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Thomas sur le bouquin? Alors, je sais que vous ne l'avez pas forcément lu, Julien, Georges et Christophe, mais est-ce que nos échanges vous donnent envie de poser une question sur le contexte général? Alors moi, j'ai pas lu le bouquin du tout, mais tout à l'heure, tu dis que c'est une équipe bolivienne. Si j'ai bien compris, c'est pas forcément un club, c'est une sélection qui est venue se balader en Europe. C'était quoi le niveau de la Bolivie à cette époque-là? Parce que là, franchement, je n'en sais rien du tout. Ça se battait pour ce continent sud-américain, ça se battait avec le Brésil. Enfin, je pense pas ce niveau-là, mais c'était déjà un bon niveau en Bolivie ou c'était vraiment le début du football bolivien? Bon, on va dire qu'à cette époque, en Amérique du Sud, il y avait 9 pays, 9 sélections, puisque le Venezuela était plutôt tourné vers le baseball. Donc, de ces 9 sélections, comme actuellement, la Bolivie faisait partie, voilà, était en dernière position, était dans les nations les plus faibles. Juste avant de faire la tournée, justement, la sélection bolivienne a affronté l'Uruguay, qui, dans les années 50, avait gagné la Coupe du Monde en 1950, donc une dizaine d'années auparavant. Et ils avaient réussi à les accrocher, donc ils ont finalement été éliminés à l'issue de la rencontre aller-retour, mais ils avaient réussi à les accrocher. Donc ça, c'était au mois de juillet. Et cette prestation de la sélection a énormément servi, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que le football bolivien, finalement, était capable de livrer des prestations intéressantes. Il n'allait pas recevoir que des culottés. Donc, suite à ça, il y a plus de clubs qui se sont montrés intéressés à l'arrivée du club Always Ready en Europe, puisqu'en voyant justement les résultats de la sélection face à l'Uruguay, voilà, ça a laissé entendre que le football bolivien n'était pas si mauvais, tout en ayant toujours cette teinte un peu exotique qui rapportait et qui faisait allusion au football sud-américain, puisque le Brésil venait juste de gagner la Coupe du Monde 3 ans auparavant, allait la gagner aussi l'année suivante. Donc il y avait toujours ce rapport au football sud-américain un peu exotique, qui était méconnu, puisqu'il n'y avait pas la télévision ou très peu, à cette époque évidemment. Donc pour les personnes, aller au stade, c'était l'assurance de découvrir un nouveau football. Et j'ai pas bien compris, Always Ready, c'était une sélection ou c'était un club, vraiment un club? Alors, c'est un club qui avait été fondé en 1933, mais pour cette tournée européenne, en fait, il y a eu une solidarité des clubs boliviens et les autres clubs de La Paz ont prêté leurs meilleurs joueurs. Ce qui fait qu'au final, Always Ready a apporté donc ces 7 joueurs, il me semble. Et puis le champion en titre, Jorge Wisterman de Cochabamba, qui est notre ville de Bolivie, a lui aussi apporté le même nombre de joueurs. Et après, les autres clubs ont apporté 1 ou 2 joueurs en mettant en péril, entre guillemets, leur chance de remporter le championnat cette année-là. C'est d'ailleurs bien expliqué au début du bouquin, parce qu'en fait, les joueurs du club avaient certains des obligations familiales, professionnelles, et ne pouvaient pas partir sur une durée indéterminée. C'est pour ça qu'ils ont choisi finalement de partir avec des jeunes regroupés de différents clubs de La Paz. Pour te donner une information sur le niveau du football bolivien, 2 chiffres peut-être. D'abord, il y a eu 27 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Oui. 27 matchs et il y a eu 4 victoires, 5 nuls et 18 défaites, c'est ça? C'est ça. En sachant que, par exemple, sur la phase anglaise, enfin on va dire britannique, puisqu'il y a eu un match en Écosse aussi, ils ont joué en je crois que c'était en 14 jours précisément, 5 ou 6 matchs, si j'ai la bonne mémoire. Donc, en fait, la tournée tournait justement un petit peu au ridicule, parce qu'ils enchaînaient les matchs pour recevoir ces cachets-là. Mais au final, les prestations sur le terrain n'étaient pas à la hauteur de ce qu'attendaient les spectateurs. Ouais, deuxième info. Excuse à la Lançoise, ça. Trop de matchs, on n'arrive pas. Deuxième info, pour te donner une idée du niveau du foot bolivien qui est en train de monter finalement en puissance, l'équipe nationale de Bolivie a gagné, je crois que la Coupe América quelques années après. Voilà, c'est un peu la suite, effectivement. C'est qu'en 1963, donc 2 ans après la tournée, la Bolivie a gagné la Copa América, qui est l'équivalent de l'euro, donc à domicile, ce qui a son importance forcément, puisque les matchs se jouaient en altitude. Donc, c'est justement
le fait de jouer en altitude qui a freiné les équipes brésiliennes ou argentines d'amener justement leur équipe type. Pelé, par exemple, n'a pas participé à cette Copa América. Il y a d'autres nations qui ne sont pas venues, d'autres ont envoyé l'équipe B. Donc le Brésil, pour le coup, a envoyé une équipe d'État. Donc ils n'ont pas envoyé du tout la sélection, la Seleção habituelle, ce qui a permis à la Bolivie de remporter sa seule Copa América. Et dans cette équipe bolivienne, il y a plusieurs joueurs qui ont foulé les pelouses européennes, dont 5 au total, 2 ans auparavant avec Always Ready. Donc il y a un groupe qui s'est créé en Europe et puis et le point final, ça a été finalement ce titre remporté par la sélection bolivienne, par la Verde. Voilà, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, des réactions. Capenoul qui nous dit pour un écrivain, c'est important de rester à la page. Je crois qu'on les avait toutes faites, mais on l'avait oublié celle-là, donc on te l'offre, hein, c'est cadeau. On a certains réclament l'invité surprise Bernard Pivot, donc on l'a prévu, mais il avait piscine, donc il ne sera pas là ce soir. Donc on a alors Thomas Pouliken. Est-ce que tu as un lien de parenté avec Yvon Pouliken, ancien joueur Oui, de Brest? c'est ça. C'est Pouliken, on dit Pouliken. Pouliken, pardon, désolé. Donc voilà, à ce propos, tu suis le foot, donc tu n'es pas supporter du LOSC, on l'a bien compris. Est-ce que tu as un club de cœur? Et ben, je suis plutôt, donc moi je suis finistérien, donc breton. Donc j'avais le choix, je suis né entre Brest et Guingamp. Donc il se trouve que je suis né à une époque où Brest était plutôt en CFA. Donc mes yeux se sont tournés du côté de Guingamp, même si ce n'est pas dans le même département. Donc je suis resté attaché à Guingamp. Je ne vais pas le dire trop fort en ce moment, mais c'est surtout l'en avant de Guingamp que je suis. Alors, Guingamp, c'est un club qu'on apprécie beaucoup au Bistrot des LOSC. D'abord parce que on reçoit souvent Fernando D'Amico, qui est un ami personnel de Tasfaout, à l'époque où les deux clubs étaient concurrents pour la montée en Ligue 2. Et deuxièmement, parce que vous avez un entraîneur qui, on sait, un jour sera l'élu au LOSC. Hein, c'est écrit, c'est dans l'histoire. Donc, on l'attend. Je ne sais pas ce qui... Notre Zidane à nous. Voilà, je pense qu'il avait fait un beau début de saison. Peut-être que les résultats actuels sont un peu plus décevants. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Tu as un avis sur Stéphane? Attention, ici, il est chez lui. Donc, C'est un très bon entraîneur, excellent entraîneur avec un très bel avenir dans le nord de la France. bon, voilà, je le prends comme ça. Damien, est-ce que tu veux rajouter, conclure sur le livre? Ouais, moi je pourrais en parler très longtemps, mais pour rebondir sur ce qu'a dit Thomas, et ce que je trouve qu'il y a un des éléments les plus intéressants du livre, c'est à quel point cette tournée est vue un peu comme une entreprise diplomatique, hein, c'est-à-dire que vraiment le championnat bolivien se mobilise, comme tu l'as dit Thomas, certains joueurs de grosses équipes renoncent au championnat pour faire cette tournée, pour que le football bolivien en retire des éléments tactiques pour améliorer le football. Et enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant là-dedans. Mais je me demandais, au-delà de la Copa América qui est gagnée, bon, je trouve quand même dans des circonstances un peu favorables, hein, avec des équipes qui vont en envoyant une équipe B, est-ce qu'à plus long terme, il y a eu des retombées positives en termes tactiques, justement, parce qu'à plusieurs reprises, tu évoques le fait que l'entraîneur a pris des notes sur chaque pays. Est-ce qu'on a pu observer des changements dans les tactiques des entraîneurs boliviens ou dans le championnat bolivien? Alors, c'est difficile à mesurer, mais le seul élément de mesure, on peut dire, c'est les résultats. Et bon, il se trouve que les clubs boliviens ont gagné un petit peu plus de rencontres par la suite qu'ils ne le faisaient en Coupe continentale, puisque les Coupes continentales venaient aussi, la Copa Libertadores par exemple, qui portait un autre nom à l'époque, venait juste d'émerger. Donc, sur les résultats, il y a eu un petit peu plus de résultats, justement. Il y a eu un petit peu plus de résultats positifs, pardon. Mais sur le long terme, non. Il n'y a pas eu vraiment d'effets qui ont duré. Et le football bolivien est vite redevenu ce qu'il était, notamment par le fait qu'il se joue en altitude. On ne peut pas forcément jouer en altitude de la même manière qu'on jouerait en plaine, par les efforts qui sont faits, les dépenses d'énergie qui sont faites aussi. Donc voilà, sur le long terme, il n'y a pas vraiment eu d'effet, au-delà de cette victoire en 1963 de la sélection. Ouais, je vous propose de conclure sur cette première partie d'émission. Juste un dernier détail, Thomas, on a peut-être donné envie à certains auditeurs de lire le livre. Comment on fait pour se le procurer?
Alors, le livre est actuellement en rupture de stock, donc il y a des nouvelles impressions qui va sortir d'ici peu de temps. Donc, pour recevoir le livre, il ne faut pas hésiter à me contacter directement. En général, j'aime bien échanger avec les personnes qui se le procurent et savoir aussi comment est-ce qu'elles ont eu l'information, comment est-ce qu'elles ont eu écho que ce livre existait. Donc, il faut me contacter directement. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Ça peut être, donc c'est Tom, THOMAP, du bas, pour Twitter, par exemple. Et puis, si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à vous contacter directement et puis on se mettra en relation. Damien? Ouais, juste un truc, et du coup, pour faire la transition, sans doute avec le LOSC qu'on va évoquer après, il y a une chose importante sur ce match LOSC Always Ready de septembre 61, c'est qu'il a été joué à 20h30. Alors, ça nous paraît sans doute très banal aujourd'hui, mais en fait, à Lille venaient d'être installés les pylônes électriques au mois de mai 61, et en fait, c'est un des premiers matchs en nocturne, ce match contre Always Ready. Le premier ayant eu lieu en juin contre Porto Alegre, qui était en tournée européenne. Et Lille avait pris un score qu'on a vu cette année au stade Pierre-Mauroy. Je vous laisse deviner lequel. Bon, en tout cas, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous donne pas des informations précises sur l'histoire du LOSC au bistrot d'Allé-LOSC. Merci en tout cas, Damien et Thomas, pour ces précisions et ces informations. Julien, tu veux… Oui, j'ai un truc à dire parce qu'on lui a posé la question, t'es de la famille d'Yvon Pouliquen, il a dit oui et on lui a pas dit quel était le lien de famille. C'est embêtant quand même. Thomas? Alors, Oui, Thomas, c'est ma maman est le cousin d'Yvon Pouliquen. voilà, quand même. C'est La pas, cousine d'Yvon Pouliquen. c'est pas rien. Et deuxième chose, j'ai déduit de ce que tu as raconté sur Guingamp et Brest que tu dois être né après les années 90 parce que sinon, si tu as connu le Brest de 91, c'est impossible de ne pas être fan de Brest. Ginola, Bernard Lama dans les buts, Milosevic, les débuts de Corentin Martins, c'était une équipe de malades mentales. On était forcément fan de Brest à l'époque. Donc je me suis dit, il doit être relativement jeune, Thomas. C'est ça, je suis né dans les années 90, au début des années 90. Donc à l'époque où Brest administrativement a coulé, et justement il y a eu l'émergence de Guingamp en première division, avec les Coco Michel pour commencer, et puis après la génération Drogba Malouda en attaque. Et surtout Noël forcément. Et surtout Noël Le Graët, qui a fait tomber Romain Molina, qu'on a reçu ici. et qui doit avoir les boules, Noël. Oui. Bon, c'est promis, on la fera plus. On la fera plus. Bon, on la fera plus parce qu'on va d'ailleurs passer à un autre sujet. Vous êtes tous impatients qu'on évoque le débrief du dernier match donc du LOSC, donc Lyon, le LOSC en mode expected points. En gros, encore une fois, le match des occasions perdues. Alors, avant de vous passer la parole pour votre avis général sur ce match, et puis ensuite, on fera les tops et les flops, et ensuite, on reviendra sur les faits majeurs de cette rencontre. Je vous donne les stats. Donc, le score, je ne vous le rappelle pas, 3 buts pour LOSC et 3 buts pour Lyon. 8 tirs pour Lille, 6 pour Lyon. 6 tirs cadrés à Lille, 5 pour Lyon, 56% de possession, 44 pour Lyon. On reste toujours les maîtres de la possession, même si c'est moins marquant que d'habitude, champion de la possession. 477 passes contre 389, 20 fautes contre 19, 5 cartons jaunes à 4. La machine à biscotte était bien lancée ce week-end. 1 hors-jeu à 0 et 4 corners pour le LOSC, 0 pour Lyon. Des stats globalement équilibrés qui peuvent expliquer un match nul, même si au final on a une sensation de dépit par rapport au scénario du match. Alors qui va commencer? Georges, tu n'as pas encore beaucoup entendu, tu étais au stade je crois. Ouais, j'y étais dans les pires conditions. C'est jamais laissé son fils choisir les places pour soi. On s'est retrouvé au bord du Cop lyonnais, enfin, calice jusqu'à la Ligue, quoi. L'enfer. Ça a été 10 dernières minutes très longues. Bon. Bilan, c'est que ça va un peu. Voilà. Et quelle est ta part de responsabilité en termes de père? Est-ce que tu ne te dis pas que tu as raté quelque chose finalement? Non, il est génial sur pas mal de choses, sauf pour le sens de l'orientation. C'est-à-dire qu'il a tendance à confondre nord et sud. Quoi. Tu n'as pas eu de mal à enlever le goudron et les plumes? Non, ça va. On était un peu. On était à légère distance, quoi. Mais... Bon, alors revenons. Mais bon, on a suivi le match à l'extérieur quand même, quoi. Ouais. Rageant évidemment
sur le déroulé de cette fin de match, quoi. Mais par-delà, j'ai envie de dire, enfin, j'y reviendrai peut-être un peu, surtout inquiétant d'un certain point de vue. Et puis, bah oui, assez étrange aussi, parce qu'on a une première mi-temps qui est quand même relativement ennuyeuse. Et puis pour le coup, la deuxième mi-temps, on est aux antipodes, quand on assiste par-delà simplement à le dérouler. Je pense que pour un spectateur lambda, la deuxième mi-temps est juste somptueuse, quoi. C'est un moment assez particulier de ce point de vue-là. Et bah oui, je pense qu'on est tout en maîtrise, on réussit quand même sur l'entrée de la seconde à les dominer, à prendre un avantage. Et puis je pense que bah voilà, quand on sent qu'en deuxième mi-temps, il y a peut-être un coaching qu'on n'a pas tout à fait compris. Il y a aussi un effritement de défenseurs qui pour certains ne sont pas habitués à être des défenseurs, d'autres qui n'ont pas un temps de jeu absolument énorme. Donc, bah, le sempiternel questionnement sur l'aspect quantitatif de la défense, où, selon moi, il y a de vrais manques. Donc, au final, ça donne un match spectaculaire, mais ça donne surtout, très clairement, 2 points qu'on perd connement, quoi. Alors, on rappelle que la défense était extrêmement remaniée avec les absences de José Fonte, de Thiago Diallo, d'Ismaili et de Diakité. Finalement, les 4 titulaires potentiels étaient absents. Alors, une défense qui s'effrite, c'est l'occasion de demander à Damien, qui vit maintenant près de Bruxelles, ce qu'il en pensait du match. Tu l'as vu à la télévision ? Oui, je l'ai vu en streaming parce qu'ici, il n'y a rien qui est bloqué en fait en termes de streaming. Donc, je garde les anciens sites qui sont bloqués en France. Donc, c'est très bien. C'est vilain, c'est vilain. Oh, Noël Le Graët va te rouspéter. Non, bah écoute, je suis un peu du même avis que Georges, hein. Moi, en fait, cette année, avec ce LOSC-là, j'essaie de plus trop regarder en tant que supporter, sinon je deviens dingue. Donc, je me mets dans la peau d'un spectateur qui aime le foot et qui passe un super moment. Mais ça n'empêche que c'est quand même hyper frustrant. On rentrera sans doute plus tard dans les détails, mais c'est très plaisant à suivre, c'est animé, c'est engagé, mais bon, il y a des erreurs de débutants parfois. Donc là, comme tu le rappelais, François, il y a une défense expérimentale, donc c'est au moins une bonne excuse. Et c'est peut-être pas la seule raison, quoi. Donc après, moi, je vois ça à plus long terme en me disant que Fonseca vient d'arriver, il tente de mettre en place un truc, il a encore pas mal de joueurs qu'il a peut-être pas forcément choisis. Et que c'est plutôt la promesse de le lendemain qui chante encore plus. Donc, j'essaie de me dire ça, en me disant qu'il y a un peu de déchets pour la première saison, mais il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Voilà, on reviendra en fin de cette partie, après avoir fait les top et flop, on essaiera de voir qui est le principal fautif de cette remontada, entre guillemets. Est-ce que ce sont les joueurs? Est-ce que ce sont l'inexpérience? Est-ce que c'est le groupe quantitatif? Est-ce que c'est le coaching qui n'était pas exceptionnel? On débattra de ça en fin de cette partie. Julien, tu veux nous faire part aussi de ton avis global sur ce match? Ce match, il est à l'image de la saison, c'est-à-dire que, comme l'a dit Damien, c'est tellement étrange et tellement difficile à vivre parce que l'ancien footballeur ou l'amoureux de football qui est en nous prend du plaisir lors de ces matchs et le supporter du LOSC a envie de tout casser à la fin du match. Moi, c'est ce que je vous ai dit après Paris. Je suis au parc, je vis un super moment de football, mais j'ai juste envie de tout péter, quoi. En tant que supporter du LOSC, c'est insupportable de ne pas gagner à Paris. Et là, en tant que supporter du LOSC, c'est insupportable de ne pas gagner ce match que tu mènes 3-1 79e. C'est juste hallucinant. Et d'autant que, oui, la première mi-temps est un peu chiante, mais en même temps, moi, je me souviens qu'à la mi-temps, on parle avec les copains, on dit qu'est-ce qu'on maîtrise, quoi. Qu'est-ce qu'on est facile. Qu'est-ce qu'on ne se sent pas en danger. Vraiment, ça roule drôlement bien, on est vraiment bien. Et puis, ça va finir par payer. Et en effet, à un moment, ça paye. Et il faut reconnaître que l'OL était d'une faiblesse abyssale jusqu'à ce moment-là, avec un Tolisso, mais qui est insupportable, qui joue en marchant. C'est l'équivalent de Messi, mais à l'OL. Le mec, je pense, tellement gonflé de son ex-réussite, il pense qu'en marchant, il peut réussir. Moi, il m'a flingué pendant 80% du match. Et je me disais, si j'étais supporter lyonnais, j'aurais envie de l'encastrer. Donc voilà,
Un match, en effet, où on est rassuré en première mi-temps. On se dit, bon, on est toujours vraiment bien en place. Qu'est-ce qu'on tient bien le ballon? Quelle possession? Parce que d'ailleurs, la possession globale a été beaucoup plus forte à la mi-temps. Tout à fait. Et, On était à plus de 60% à ouais, la mi-temps. 64, je crois. 64. Ouais, 64-36. Et finalement, bah, le match s'anime. On retrouve ce grand Jonathan David au sang-froid qu'on connaît et qui est tellement fort. Et malheureusement, alors tu as dit qu'on allait l'aborder après, mais à nouveau, pour moi, ce n'est pas les joueurs qui perdent ce match, parce que jusqu'au coaching, on est bien organisé, on est bien en place, et ce sont les changements qui sont mis en place par Fonseca qui font que tout part en couille, comme à Paris, de la même façon, comme quand il a fait jouer Baleba à Paris 9,5. Moi, j'ai l'impression de revoir le même match. Sauf que là, ça fait 3-3 et pas 4-3. Ouf, on n'en a pas pris un dernier. Mais on a failli se le prendre, ce dernier. Hein. Ça a failli vraiment être la copie parfaite de ce PSG Lille. La seule différence, c'est qu'on est à la maison. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait ce match nul. Ce qui permet de dire aussi qu'on était quasiment 41 000 et qu'il y avait vraiment une jolie ambiance. Et bravo DVE, parce que je les ai trouvés très puissants. Ça chantait plus fort que d'habitude. Et c'était super agréable. Donc voilà, dans un premier jet, ce que j'ai ressenti, de la frustration. Et j'en voulais à Fonseca, parce que si tu sors Gomez, tu fais pas rentrer Ounas, tu fais rentrer Baleba quand tu mènes 3-1. Il va peut-être falloir prendre l'habitude de cadenasser un peu plus et de verrouiller un peu plus. Et surtout que, oui, on n'a pas de profondeur de banc, mais je ne pourrais pas entendre ces excuses à chaque fois qu'on ne fera pas rentrer Baleba alors qu'on est en train de mener, et en tout cas qu'on ne le fera pas rentrer à son vrai poste, c'est-à-dire sentinelle. Parce que 9,5 au parc, aucun intérêt de faire rentrer Baleba. Il est déchaîné, Julien. Non, Qu'est-ce que je ça suis va être énervé. en dernière partie du Mais en tant sujet? qu'amoureux de foot, je prends beaucoup de plaisir. C'est des beaux matchs. Il a raison, Damien. Mais j'ai envie de péter des sièges. Alors, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a qui vont un peu dans le même sens. On a Jean-Michel, Georges a tout dit, erreur de coaching avec l'entrée de Virginius et erreur de gestion avec un mercato inexistant. Pas de défense pour Fabien, ça fait peur, les temps sont durs. Les temps, pas le temps. Thierry, n'oublions pas en première mi-temps le super double arrêt de Chevalier. Alors on parle de Fonseca Tottenham, les rumeurs commencent. Marc qui nous demande s'il y a des problèmes de son. Alors je ne sais pas si vous entendez bien, faites-nous un petit signe sur les. Mais je vois que les gens réagissent, donc j'imagine qu'ils entendent bien. Et Stéphane qui rappelle que les 4 défenseurs titulaires étaient absents et que tu as joué avec 2 attaquants sur les ailes. Quand Lacazette est rentré, j'étais sûr que Lyon allait revenir. C'est vrai qu'on a parlé du coaching de Fonseca. Il faudrait aussi parler du coaching de Laurent Blanc et notamment de l'entrée de Lacazette qui a été déterminant, même si au départ il a failli être déterminant contre Lyon parce qu'il fait une faute de main qui est complètement stupide sur le coup franc qui amène le 3e penalty. Bah, qui dit coaching, dit coach. Laurent Blanc, c'est un vrai coach. On sait très bien qu'il a toujours été avec Gasset parce qu'il déteste gérer des entraînements. En revanche, coacher, savoir faire rentrer des mecs, changer d'organisation et gagner des matchs, ça, il sait faire et il le fait bien. Et Fonseca, moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. On a toujours un bon dispositif, enfin, toujours, la plupart du temps, un bon dispositif quand on commence. Il les a bien entraînés toute la semaine. Mais alors, changer des joueurs de manière efficace, je demande toujours à voir, quoi. Donc voilà, Stéphane continue. Lyon fait rentrer Lacazette et nous Virginius. Il est où ton banc? Virgile, si on n'est pas concerné par le match à la télévision, ce fut un joli match, mais pour nous, perdre 2 points et la possibilité de passer devant Rennes. Donc les avis sont convergents. Christophe, est-ce que… Et juste un truc, François, juste un truc, parce qu'il y a Jean-Michel qui relève ce que disait Damien. Il disait des lendemains qui chantent avec un effectif qui sera renouvelé à 40%. Et c'est la remarque que je voulais faire à Damien. Quand tu disais c'est une construction, moi je vois l'an prochain, etc. Je suis d'accord avec toi, effectif constant. Sauf que comme on ne connaît pas le projet, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et comme on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on peut plutôt imaginer que nos 4-5 meilleurs joueurs. Alors, c'est quoi? Heureusement que Diallo s'est blessé parce qu'il va rester parce qu'il s'est fait les croisés. Sinon, il serait parti. Et puis, Jonathan Bamba. Et puis Bamba tout court. Et André Gomez. André Gomez, Jonathan David. Les 4-5 meilleurs seront partis. Donc, bon. N'anticipons pas tout à l'heure. Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce concert de sentiments? Non, oui, mais la première mi-temps, moi, j'ai trouvé un peu pénible. Franchement, même si on dominait, pour moi, c'était chiant. En grande partie parce que les Lyonnais faisaient l'anti-jeu, ils n'avaient pas envie de jouer
Et comme dit Julien, Blanc, c'est un grand coach, donc il a dû leur dire pourrissez le match un maximum parce que c'est une équipe qui joue. Et donc, si vous pourrissez pas le match, eh ben, ils vont vous marcher dessus. Et donc, c'est ce qu'ils ont bien fait. Ils ont pourri le match avec un arbitre qui était d'accord avec eux et qui sifflait rien pour eux. Enfin, voilà, c'était pénible. Vraiment pénible. Moi, monsieur Bastien, j'en peux plus, quoi. Quand il y a des mecs qui se jettent par terre ou des mecs qui font des fautes en anti-jeu, ben, mets des cartons et après, on n'en parle plus. On a la mi-temps, je crois, un carton de chaque côté avec des Lyonnais qui font anti-jeu tout le temps, quoi. Ça, si on veut plus qu'il y ait du football en France, enfin, si on veut plus que c'est du spectacle, parce que quand vous dites qu'il y a du spectacle, pour moi, il y a du spectacle en deuxième mi-temps, pas en première mi-temps. En première mi-temps, c'était chiant à mort, quoi. En première mi-temps, il n'y a qu'une équipe qui a la plus grosse action, elle est pour Lyon. Et je suis d'accord avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Thierry, je crois, qui a écrit sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord, la plus grosse action, elle est pour Lyon. Et heureusement que Chevalier, il fait l'arrêt dans les pieds et qu'il reste bien sous ses appuis pour les contrer ensuite. Parce que sinon, on peut même 1-0 à la mi-temps pour Lyon avec une équipe qui refuse le jeu. Et ça, bon, voilà. On Pour favorise. rebondir plus loin à propos de Bastien, il met quand même un jaune à Chevalier sur un temps où, certes, il ne s'est pas pressé, mais c'est le premier instant où il temporise. J'imagine pas, enfin, le gardien de but de Brest, lors du dernier match, je pense qu'il était expulsé à la 40e. Hein. Ah oui, voilà. Et non, mais en l'occurrence, comme tu dis, il y a eu de l'anti-jeu tout le temps. Et là, paf, sur un moment, certes, il temporise sur une durée un peu longue. Je pense qu'en général, il y a d'abord un rappel à l'ordre, il dégaine tout de suite, quoi, le père Bastien. Sur Bastien, moi qui n'ai pas beaucoup de mémoire, je sais que c'est pas un bon arbitre et qu'on en parle souvent parce que je sais qu'on a déjà fait la blague Émile Louis, Guy Georges, Benoît Bastien. C'est ça qui me fait rappeler que souvent on l'allume. Voilà, je rappelle, c'est l'arbitre qui a fait l'objet d'une vidéo par nos voisins du RC Lens. Donc je propose qu'on fasse peut-être une vidéo en l'appelant Jean-Michel, j'aime l'anti-jeu ou quelque chose comme ça. Voilà, Je cautionne l'anti-jeu. C'est juste une vision du jeu qui est partagée par cet arbitre-là et qui peut la garder pour lui. Parce que, ou alors, si un jour il y avait vraiment une vraie évaluation des arbitres, je pense que ce mec-là, il serait plus en Ligue 1 plus longtemps. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais après, la deuxième mi-temps, on démarre super bien. Franchement, on marque d'entrée. Je me suis dit, allez, c'est bon, là, on est dans le bon wagon, là. Et puis après, ben, on a cette facilité à gâcher un match facile. Et donc là, c'était parce qu'on a quand même 2 pénaltys pour nous. On dit Bastien, machin. Bon, après, les 2 pénaltys sont évidents. On ne peut pas faire autrement. Mais il siffle quand même les 2 pénaux. Bon, on peut se dire. Il siffle plus le 3e parce que la faute, elle n'est pas assez forte, entre guillemets. Hein, voilà. Ben après, je pense qu'à Olas, à un moment donné, il appelle, il dit oh, ça va, quoi. 2 pénaux, les mecs, vous en mettez 3, c'est bon. Moi, je voulais la Fédé, je voulais pourrir la Fédé. Moi, j'ai des dossiers. Enfin bref, mais ça, à la limite, c'est anecdotique. Sur le coup, ça m'a fait chier de force. Mais à 3-1, comment fait-on pour lâcher ce match-là, quoi? Parce que la Casette rentre. Tout le monde sait que la Casette. Enfin, moi, je n'aime pas la Casette. Hein. Franchement, je n'aime pas quand il fait la main. Je le remercie beaucoup. Mais il y a du talent, ce gars-là. Et quand il va se planter sur Alexandro, qui est déjà pas très fort, mais en plus fatigué, on peut se dire que ça va pas aller, quoi. Donc si on va pas renforcer l'axe, eh ben c'est sûr qu'on va prendre le bouillon, quoi. Et ça paraît évident. Dans le stade, on est là à se dire, mais putain, qu'est-ce qu'il fout Fonseca? Ben, Fonseca, il fait rentrer Virginius et Ounas pour qu'on ait un numéro de cagole de Ounas et Cabella magnifique qui allume sa galerie avec des passes sur regarder machin compagnie, qu'on n'en a rien à branler. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner un match, quoi. Mais bordel. Et donc là, franchement, là, j'arrive à un truc où je me dis, Fonseca, il est comme disait Damien, Fonseca, il est pareil. Il s'est détaché du LOSC. Ce qu'il veut, c'est voir du spectacle. Et voilà, donc il voit du spectacle, il est content. Et à la fin, il dit, Alexandro, il n'est pas si mauvais que ça. Ounas, quel joueur, machin. Mais sérieux, quand tu vois le match, tu vois bien. Et Virginius, pauvre gars, il a joué un quart d'heure, il a touché une balle du bout de la tête, je pense qu'elle n'a pas touché 2. Et non, mais on a Bayo sous le banc. On a Zegrova qui fait une bonne rentrée contre Lens, qui fait plutôt. Mais Zegrova était un peu énervant en début de saison, ça fait 5-6 matchs qu'il est plutôt pas mauvais. Il fait un match sur 2, il joue un quart d'heure, un match sur 2. Je ne comprends rien au coaching, quoi. J'ai vraiment du mal à suivre Fonseca. Même si j'apprécie le jeu qui est produit, hein, c'est pas ça. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on se perd dans les concepts. Quoi. Alors,
On a déjà bien entamé la dernière partie de cette partie. Thomas, tu n'as pas vu le match, hein. Tu ne suis pas régulièrement LOSC, mais tu suis la Ligue 1, j'imagine. Tu suis le championnat de France. Quelle image tu as de ce Lille? Tu as pu comprendre dans nos échanges que on assumait le beau jeu, mais qu'on regrettait un peu l'efficacité qui était toute relative. Est-ce que c'est l'image que tu as du LOSC cette saison? Oui, c'est vrai que je suis la Ligue 1 seulement à distance, donc je suis à travers les résultats, à travers les résumés. Mais ce que j'entends là, c'est vrai que c'est un peu l'image que j'ai du LOSC, effectivement. Et puis de manière générale, puisque cette saison, je suis ça un petit peu plus loin, l'image du LOSC reste très positive. Quand on évoque le LOSC, ça me rappelle certains souvenirs, pas forcément récents, plutôt anciens. Je me rappelle Le match notamment contre la Paz? Comment? Le match contre la Paz? Le match contre la Paz, j'y étais. Non, non, mais ça me rappelle les souvenirs. C'est vrai que je me rappelle de cette équipe du LOSC qui sortait de deuxième division et qui avait été en Ligue des Champions avec un match contre Parme. C'était il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est voilà, c'est mes premiers souvenirs du LOSC. C'est les souvenirs qui m'ont le plus marqué. Je croyais que tu allais nous parler de Tasfaout. Non, pas cette fois-ci, non. Et ça situe le LOSC pour un supporter français lambda bien au-dessus du RC Lens, évidemment. Pour un jeune supporter. Évidemment. C'est ce qui fait la différence, ouais. Ne gêne pas Thomas, il peut très bien vendre des bouquins dans la région lensoise. Ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire, j'ai pas le temps de le dire. Ne lui bousillez pas son plan de marche et son business plan. Non, vraiment, ne casse pas le cul, hein, c'est inutile. Bon, rapidement, on a déjà beaucoup débordé sur cette première partie du tour de table. Je vous propose de nous faire part de vos tops et vos flops, donc les tops lillois, les flops lillois et les joueurs que vous avez retenus à Lyon. Parlez pas trop dans ce tour de table de l'entraîneur. On a compris qu'il y aura un sujet et on va le voir après. Donc, on a compris que c'était le flop, c'est bon. Restez sur les joueurs. Damien, tu veux commencer? Ouais, je vais commencer. Je suis pas trop bon pour cette rubrique. Bon, évidemment, David, hein, quand il met 3 buts, il peut pas passer inaperçu. Et par ailleurs, il a toujours été, enfin comme d'habitude, très bon, ses appels, son activité devant. Et puis son sang-froid sur les pénaltys quand même. Il a une façon de les tirer où à chaque fois on se dit putain c'est tout mou, mais en fait ça rentre, c'est super bien placé. Donc David, Chevalier parce qu'en fait il fait déjà un super arrêt. Georges l'a rappelé, je crois à 0-0. Et puis sans lui en fait c'est 3-4 hein, à la fin. Donc oui Chevalier. Et puis les flops tout de suite. Oui vas-y enchaîne. Je ne sais même pas si j'ai de nom à donner. Non j'aime pas les passes aveugles, je déteste ça. À part celui qui l'a fait, je sais pas qui ça perturbe en fait. Tu parles donc du FC Cagole. Le FC Cagole. Ouais, mais je trouve que par ailleurs Cabella a été bon. Oui, à part ça, Kounas se met à faire des passes aveugles, j'en peux plus là. Cabella était bon avant Kounas rentre. C'est ça. Il laisse tirer la bourre sur les passes aveugles. Qui en fera le plus? C'est insupportable. Qui sera le plus con? Et à Lyon, est-ce qu'il y a un joueur que tu as remarqué? La Casette quand il rentre forcément. Non, j'avoue que j'ai pas trop prêté attention aux Lyonnais. La Casette qui crève l'écran, il fallait le dire. Voilà, la Casette vidéo. Ouais. Georges, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection des tops et des flops? Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, faites-nous part de vos tops et vos flops. Oui, j'ai 2 tops en commun avec Damien, évidemment. Chevalier, David pour ses 3 buts, et Chevalier, ce qui en dit quand même long de l'inquiétude, parce qu'on fait un bon match, qu'on domine. Au final, Chevalier est dans les tops en prenant 3 buts quand même. Donc voilà. Et le troisième que je voulais mettre, pourtant il a fait ses 10 premières minutes, il a été catastrophique. Après, je l'ai trouvé étincelant, c'est le Gud. Gudmundsson, hein, je précise, pas les mecs qui étaient à celui à côté de moi chez les Lyonnais. Donc, Gudmundsson. Ça s'appelle la traboule en plus maintenant, ça s'appelle plus. Ouais. Et ça va être dur d'enchaîner. Ça tombe, il se débrouille, hein, c'est lui. Malgré sa passe décisive, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de ratés duels perdus, c'est Bamba.
Je m'interroge même parce que j'ai pas revu les images sur la dernière, donc là c'est plus un ordre interrogatif. Savoir est-ce que Bastien lui met un jaune pour simulation, donc est-ce qu'il a simulé? Je ne sais pas, d'où j'étais, impossible à dire. Si tel est le cas, je comprends pas, alors qu'il est dans un duel où il a plus qu'à fixer Ryu, ou alors ça en dit long sur un manque de confiance en fin de match comme ça. En tout cas, je passe mon en top et en flop. Et à Lyon, quand même, il y a un joueur que j'ai remarqué qui m'a fait grosse impression, même en première mi-temps, il m'a vraiment beaucoup gêné, c'est Barcola, le petit jeune qui était sur son aile là-bas. Et je pense vraiment que pour les Lyonnais, le seul espoir vient des gamins parce que, comme tu disais, Tolisso, mais même tous les autres, c'est acheté, quoi. Terrible, c'est Je terrible. ne sais plus qui disait une fois, c'est compliqué de renouer avec ses ex. Bon, hormis le cas Lacazette, on voit qu'à Lyon, c'est un vrai problème, quoi. Alors, il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Capenoul qui nous demande où c'est Lens. Virgile qui propose à Thomas de dicter le livre en BD pour nos voisins. Qu'on salue au passage, hein. On les salue. Thierry, son top David, son flop Angel Gomez. Capenoul, top David, flop Fonseca. Fabien, top David, Chevalier et André. Top Chevalier, David et Gudmundsen pour Patrice. Flop, les frères Gomez. Flop, la défense pour Fabien. Top, le maillot d'Alexandro dans le short pour Pierre-Ambroise. C'est vrai qu'on aime beaucoup ce style. Je pense qu'il m'a chouré ma vanne, Pierre-Ambroise. Et ça, c'est pas très joli parce qu'il me semble l'avoir mis dans le groupe. Et je lui en veux beaucoup là parce que ça faisait partie de mes tops. Après, c'est ce qu'a fait mieux Alexandre. C'est sa plus belle action, c'est le maillot dans le short. C'est vrai. Très clairement. Bon, il ne fait pas un mauvais match. Hein. Non, il termine fait pas mal, un mais match. il ne fait pas un mauvais match. Si, il fait une mauvaise fin de match. On en reviendra. Oui, il fait une mauvaise fin, c'est ce que j'ai dit. À la fin, c'est pas terrible. Mais le début était plutôt encourageant. Pour Marc, le flop, les fumigènes avec le toit fermé, ça ne s'évacue pas et ça rend la prise de vue compliquée. C'est l'œil du photographe qui parle. Même pour nous, hein, c'était chiant. Voilà. Et puis Crico qui nous dit Lacazette est nul, il est impliqué sur 3 buts et il en marque que 2. Ce qui n'est pas faux non plus. C'est vrai. Alors, Christophe, tu as la parole. Quels sont tes tops et tes flops? Si on revient à Lacazette, il évite peut-être le 4e. Hein, parce qu'en embrouillant l'action, il retarde l'action et il permet à la VAR de revenir intervenir. Parce que, je ne sais pas, s'il y a passé 2 minutes d'attente où Lacazette Tolisso embrouille l'action, est-ce que le penalty n'est pas tiré et puis la VAR n'intervient pas? Enfin, je ne sais pas, la VAR intervient tellement longtemps après. Donc la Gazette n'est peut-être pas si mauvais que ça sur le 4e but. C'est extrêmement surprenant d'ailleurs cette situation où on voit l'arbitre qui place tout le monde, il place le gardien, il l'engueule parce qu'il ne doit pas bouger, il fait ses traits partout et au bout de 3 minutes, Et pendant ce temps-là, la Gazette et Tolisso viennent, prennent le ballon, le jettent, viennent voir l'arbitre, poussent, machin et compagnie. C'est tant qu'on se passe un coup de fil à la Ligue. Enfin, c'est ça, j'ai dit occupez-le, je me charge du reste. Avec les communications dans le stade, c'est le bordel. Et voilà, donc après que ça passe un coup de fil, on dit ok, c'est bon, 3 pénaltys. C'est vrai, Lyon n'a jamais pris trop de pénalty dans un match et jamais, il n'apprendra jamais. Voilà. C'est un complot pour Damien, ça. Tant que là, c'est vivant. Mais non, mais après, je vous le dis, c'est un détail. Hein. Non, moi, le top, j'ai les mêmes que Damien, que tout le monde, enfin David Chevalier. Je mets un gros flop à André Gomez parce qu'on l'a souvent mis en exergue, mais là, il a vraiment été pas bon sur le match et pas rassurant du tout, quoi. Non seulement, non, c'est le cadre de l'équipe, hein, c'est vraiment le meilleur techniquement, il est au-dessus. Là, il y a vraiment des trucs, il a fait du pas bon tout le temps. Et quand il fallait rassurer tout le monde, eh ben, il a continué à être fébrile. Et dans la continuité du derby en plus. Et c'est inquiétant parce qu'André Gomez, quand même, c'est quand même un mec avec l'expérience qu'il a, il doit jamais être à ce niveau-là, quoi. C'est pas possible. Moi, perso, je pense qu'il aurait dû sortir à 7 tours dans le match, vers l'heure de jeu, parce qu'il était plus gênant qu'autre chose pour l'équipe. Voilà, André Gomez en flop. Dans les Lyon, à Lyon, je ne suis pas d'accord avec vous sur les retours, le retour à Lyon. Je pense que Lovren fait un bon retour. Je pense que Lovren, il est plutôt bon en défense, il est plutôt sûr. Et puis, il a quand même un gabarit, quoi. Donc, il prend la place.
Et puis en flop à Lille, je mettrais quand même un gros flop à Alexandro parce que je trouve quand même qu'il n'a pas le niveau. Moi, Alexandro, ce mec-là, quand je pense qu'on a laissé partir Dabila, on a laissé partir Soumaoro pour recruter Alexandro, je ne vois pas le bénéfice du truc, quoi. On avait Soumaoro qui pouvait rester au club, et je pense qu'il était partant pour rester. Dabila, je pense qu'on l'a vendu janvier dernier, je crois, si je ne me trompe pas. Mais ces deux mecs-là, ils sont largement au-dessus d'un Alexandro, quoi. Qu'est-ce qu'on vient foutre avec Alexandro, quoi. Moi, je Mais comprends est-ce que pas. tu es agent? Est-ce que tu es agent? Non, non, je ne suis Est-ce pas que tu es agent. agent? Tu n'es pas agent? Est-ce que tu es agent? Tu n'es pas agent? Tu n'es pas agent. Donc, tu ne peux pas comprendre pourquoi. Mais non, mais ça, c'est lamentable. Parce qu'on se retrouve avec un mec qui n'a pas le niveau, qui a le niveau, il appelle le niveau L2, qui est obligé de jouer parce qu'on a des blessés. On voit bien qu'il est nul. Il a toujours été mauvais. Ah, il marque des buts de la tête à coup de temps en temps. Ok, très bien. Mais en arrière et en défense, il n'est pas bon, quoi. Et donc, je comprends pas. Je comprends vraiment pas qu'on ait pu laisser partir des mecs comme ça, quoi. Il manque de psychomotricité, et parfois il mélange son pied gauche et son pied Il droit. a pas de Ça ne veut pas dire qu'il est nul. Il a que 22 ans, il arrive de deuxième division portugaise. En gros, il a tout à 22 ans, apprendre. Il vient 22 de ans, 22 tellement ans. loin. Et il a quand même progressé, on ne peut pas lui enlever ça. Et puis, s'il mélange son pied droit et son pied gauche, ça veut dire qu'au moins, il a deux pieds, contrairement à certains joueurs que je ne citerai pas parce qu'on va encore dire que je fais du harcèlement. Donc, Julien, est-ce que tu as ta sélection des tops et des flops? Ouais, Joe David, Yoro, je l'ai trouvé bien, toujours. Faut ramener. Le gamin, il a 17 ans, c'est compliqué. Il s'en voulait beaucoup après le match. Il a été consolé par son coach, mais très sincèrement, à son âge, à cette place-là, il a fait ce qu'il fallait. J'ajouterais, comme Georges Barcola, que j'ai trouvé très dangereux, très vif, très bon. Et en effet, je pense que le salut de Lyon viendra du retour de Lopez dans les buts, de Lovren, que j'ai trouvé aussi très solide. Enfin, il y a certainement 2-3 vieux là à garder et qui peuvent incarner, Cacré aussi, qui peuvent incarner quelque chose, entourés de tous ces bons jeunes. En revanche, Tolisso, ça doit dégager, ça fait partie des flops. Dernier top, Zedatka. Bravo, il est dans l'équipe type de l'équipe. Donc, très, très content de voir un... Ah, non, pardon, un Lillois, mais qui n'est pas à Lille. Donc, c'est con, c'est un arrière latéral. Il me semble qu'on en a besoin. C'est bizarre, cette histoire de Zedatka au CER. Je sens un peu de mauvais esprit dans tes propos. Non, non, c'est pas mon genre. Hein, pas du tout. Les postes sont doublés. Tout est doublé, ouais. Et comme notre camarade, les frères Gomez, en effet, André Gomez et Angel Gomez, ça n'a pas été bon du tout. André, peut-être la fatigue, parce que quand on voit toutes ces blessures depuis toutes ces saisons, il n'a pas l'habitude d'enchaîner. Donc là, il y a peut-être un truc, je le trouve un peu moins bien. Et dès qu'il est un peu... Déjà que ce n'est pas un super vif, s'il est encore moins vif, bah, il a tendance à perdre des ballons, voire faire des mauvaises passes en retrait. Et on a quand même droit à 2-3 par match là dernièrement. Donc ça fait vraiment, c'est vraiment lui qui fait qui fait les passes les plus dangereuses en arrière. Donc ça, c'est vraiment gênant parce que Christophe le disait, normalement, c'est un peu l'âme du truc, hein, c'est lui le plus fort. Et Angel, parce que c'est pas sa meilleure place. On a bien vu maintenant où il était bon et c'est pas comme il était positionné là. Quand il est là, il est souvent relativement stérile et il a plutôt été sur ce match-là. Et après, autre flop, bah, l'arbitre, on l'a dit, hein, Guy Georges. Et Tolisso, vraiment, moi, il m'a... C'est un gars, je pense que ma déception, elle est à la hauteur de ce que j'ai aimé ce garçon. Je le trouvais excessivement doué, excessivement fort, avec un très joli altruisme. Et le voir marcher là et s'en foutre, ça m'a fait mal au cœur pour les Lyonnais. Voilà, des commentaires. Hein, Patrice qui regrette qu'on ne demande pas assez à Bayo de mettre la pression, avec un petit smiley qui rigole. Fabien, oui, Bayo, il devient quoi? Christophe Barcola, c'est un ami proche de Bayo. Voilà, on l'a tous fait. Hein, Capenoul, Gabriel, à ses débuts, faisait peur aussi. On connaît la suite. Donc, c'est l'avocat Capenoul d'Alexandro. On verra si... Non, Gabriel était vraiment jeune et était vraiment plus fort. Il est jeune, il a 22 ans. Il est jeune pour un défenseur, pour un DC. Il est jeune, il reste jeune. Et il a quand même progressé un peu. Bon, Christophe, je suis assez de cette avis-là, il faut être prudent. Regardez Angel l'an dernier, il ne vaut rien. Il est bidon à chaque fois qu'il rentre. Et il a fait des grands matchs cette saison. Donc, c'est pas la même image, mais enfin bref, c'est une private joke avec Marc. Bon, on verra la prochaine saison. Si ça se trouve, il n'y aura plus que lui en défense centrale. Et puis attends, juste, hein, on peut citer Aubameyang et Dante, hein, qui n'ont pas été bons à Lille. Ils étaient très jeunes. On voit ce que ça a donné après. Hein. C'est pas dégueu. Voilà, toc.
Non, mais il faut être prudent. Tu as raison, tu as raison. L'histoire nous a appris à être prudent. La Et vérité Thauvin du aussi. jour. Là, enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais je te dis, moi. On en reparlera ça à la donne un saison 12. Il n'est pas encore latéralisé. Il n'est pas encore Voilà. latéralisé. On est d'accord. Il mélange ses pieds parfois. Bon, on en reparlera à la saison 12 du bistrot d'Allélos. Tu sais, l'autre jeune à qui on n'a pas donné ses chances comme ça, pareil, qui a explosé ailleurs, c'est Florian Thauvin. C'est pas faux. C'est pas faux. Thomas, Thomas, je ne vais pas te demander tes tops et tes flops du match parce que, vu le contexte. Par contre, justement, sur les joueurs de Lille, est-ce qu'il y a des joueurs que tu voudrais souligner, que tu as entendu parler? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu voudrais voir jouer à Guingamp ou dans d'autres clubs? Quels sont les joueurs que tu retiendrais? Pour moi, ça serait les deux extrêmes, en fait. C'est ceux dont on entend le plus parler, je pense. Ça peut voilà, symboliser quelque chose aussi. C'est le gardien que je connaissais peu. Je pense qu'il a eu ses premières titularisations cette année. Cette année, tout à fait, contre Je ne Marseille. sais pas s'il était prévu. Je sais pas si Chevalier était prévu dans les cages lors de la pré-saison, par exemple, ou si ça s'est fait en cours de saison. Ça s'est fait. Voilà, il devait monter en titularisation assez rapidement cette année. Et ça s'est fait même un peu plus rapidement que prévu parce que le titulaire n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais Chevalier, c'est un investissement. Il a été prêté la saison dernière à Valenciennes. Il est un peu monté en puissance. Et normalement, Chevalier devait prendre les mains sur les buts lillois cette saison pour être vraiment titulaire l'année prochaine. Donc, il a un peu anticipé, mais il a assuré et il fait de bonnes prestations depuis ce match de Marseille. Je voulais quand même repréciser qu'à Guingamp, pendant 3 ans, ils ont eu notre meilleur joueur. Oui, vas-y. Ronny Rodelin. Ronny Rodelin, c'est notre meilleur joueur. C'est vrai. C'est notre meilleur joueur. Ils ont eu 3 ans. Merci, Georges, de nous rappeler ce qui n'est pas un détail, cette vérité du football. C'est ce joueur qui avait son hymne quand il évoluait au LOSC. C'était cette chanson qui disait notre meilleur joueur, c'est Ronny Rodelin. Donc c'était la légende du LOSC qui était rentrée. Donc tu parlais des deux extrêmes, donc Lucas Chevalier, j'imagine, et de l'autre côté, j'imagine que c'est Jonathan David. Voilà, ça va, c'est exactement ça, ouais. Qui est efficace devant le but et bon, c'est un des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison, donc c'est important d'avoir un attaquant efficace devant. Je pense qu'après, comme je regarde pas les prestations et les performances sur le terrain du LOSC, c'est plus difficile de ressortir quelques joueurs. Comme ça, je dirais aussi Benjamin André, même si vous n'en avez pas parlé là. C'est un joueur que j'ai trouvé intéressant, que j'ai suivi beaucoup à Rennes aussi. Je pense que voilà, c'est le joueur le plus expérimenté du groupe. Donc, ça serait un petit peu cette colonne vertébrale que je nommerais comme ça, sans suivre les matchs. J'ai une autre question pour toi. On sait que tu es de la famille d'Yvon Pouliquin. Est-ce que tu es de la famille de Dominique Thomas? Et de la famille d'Alain Bourgain-Dubourg? Alors, je ne l'ai pas. Alors, la Bourgain-Dubourg, je ne l'ai pas. Ah oui, ça y est, ok. Ah oui, oui. Je suis désolé qu'il t'a allé dans. Oui, mais il n'a pas joué au LOSC, alors que Dominique Thomas, oui. Ah oui, il a déjà assisté à des matchs au LOSC à l'époque de Grimont-Préjoris. Tirlois, ça passait mieux. Ouais, Tirlois, ben, enfin, pourquoi pas. Bon, bref. Dans les commentaires, donc, il y a Patrice qui nous rappelle aussi, on évoque les problèmes de défense, qu'on a vendu Pavard pour que dalle en Allemagne. C'était pas mal non plus. Hein, donc, effectivement, c'est vieux, ça. On a besoin d'argent. Le temps des regrets, effectivement. Alors, on va essayer de conclure cette partie sur le match de Lyon. On a déjà évoqué grandement en début d'émission. Tour de table, qui est responsable finalement, pas de cette défaite, mais de ce match nul? Le coaching, on en a parlé. Est-ce que c'est l'effectif qui est relativement faible? Est-ce que ce sont les joueurs? Est-ce que les trois, en général? Quels sont votre avis? Julien, je t'ai senti très bavard là-dessus. Non, mais on l'a déjà dit. Moi, je vais être très bref. Tu restes sur le coaching? Ben, je vais être très bref. Il n'y a pas l'effectif suffisant. J'ai fait la blague tout à l'heure. Zedatka est dans l'équipe type, alors que c'est notre arrière latéral et qu'on est allé le prêter à Auxerre. Soi-disant, tous les postes sont doublés. Pourtant, tu joues avec Weah et Gudmundsson, en effet, pour être un peu plus haut. Donc, c'est quand même très surprenant. Et ta charnière centrale, elle a 22 et 17 ans. Donc, ça interroge quand même beaucoup sur la profondeur de banc. Donc, il y a une responsabilité de la direction. Et après, il y a ce souci de coaching où on ne sait pas tenir les fins de match et on ne peut être que très déçu par les adaptations tactiques des derniers quarts d'heure et les joueurs qui rentrent. Et donc,
Le constat au final, moi je me dis qu'à Paris, on rate un point, que là contre Lyon, on en rate 2, contre Brest, on a perdu 2, contre Clermont, on a perdu 2. Je fais juste pour la partie 2023, ça nous fait 7 points. Avec 7 points, on est à 53 points. On serait 1 point derrière Lens, on serait 4 points derrière Marseille et on serait en train de jouer pour la 2e ou 3e place. Donc forcément, le supporter que je suis est très déçu. Et je n'ai pris que les points 2023 et on sait qu'on en a perdu en 2022 aussi en route pour les mêmes raisons. Christophe, tu as un avis là-dessus? Tu veux compléter? Oui, même, à peu près, coaching. Je ne comprends pas, même quand on dit qu'on n'a pas d'effectifs, moi je veux bien qu'on dit qu'on n'a pas d'effectifs, mais quand même sur le banc, il y avait quand même quoi de faire rentrer autre chose que Virginius et Ounas, quoi. C'est incroyable. Et Virginius, Ounas, et alors Baleba qui rentre plus tard, il me semble. Moi je pense que j'ai déjà dit tout à l'heure, je pense que à partir du moment où on sait que Lyon va faire rentrer la Casette, parce qu'on le sait ça, il est sur le banc, il perd 3-1, ils vont le faire rentrer. Et ben il va même perdre 2-1, parce que la Casette ramène 3e but. Donc il devait absolument, pour moi, il fallait renforcer le milieu de terrain. Ça me paraissait évident. Quand on a une charnière qui est un peu déficiente, on renforce le milieu de terrain. Si tu veux gagner le match, si tu veux. Et là, la rentrée d'Ounas, je ne comprends pas. Alors après, j'ai l'impression qu'on est dans un club de district qui veut faire du temps de jeu à tout le monde. Alors moi, je comprends en tant qu'entraîneur de district qu'on peut faire du temps de jeu à tout le monde. Ça, je comprends très bien. Mais là, on est en professionnel. Zegrova, il a fait une très belle entrée contre Lens. Il mérite de rentrer. Si on veut renforcer le milieu de terrain, on sort Angel ou Cabella et on fait rentrer un milieu défensif. Et puis, si on doit absolument faire sortir David, ce qui, à mon avis, n'est pas évident parce que David était encore bien, et ben on fait rentrer Bayo, un mec qui a de l'expérience et qui sait tenir un ballon. Et franchement, il y a quand même. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas que Fonseca puisse faire des erreurs aussi énormes. Georges, tu es du même avis? Ouais, sauf que moi, je voudrais quand même un petit peu remettre plus l'accent justement sur les carences de Mercato, parce que, en plus, bon, évidemment, Fonseca, ce serait faire l'avocat du diable que défendre son coaching ici, mais je pense il s'est suffisamment fait rattraper sur ce match-là quand je vois les commentaires justement sur ce coaching catastrophique. Par contre, clairement, je pense que si on a une défense en fin de match sur les rotules, c'est qu'on est trop léger quantitativement depuis le début. C'est pas comme si on s'en était pas rendu compte. La première moitié de saison, comme disait Julien, c'est la répétition. Il y avait moyen justement de réajuster un petit peu le tir au mercato en renforçant l'effectif défensivement, et rien n'est fait. Et je voudrais insister là-dessus parce que l'année dernière, on a souvent vu le Perlétan monter au créneau suite à des contre-pairs. Là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il se fait extrêmement discret, le pépère, quoi. Alors que, ouais, je pense que l'alerte a été donnée. Manifestement, il y a eu un peu de bisbille au dire de Dominghetti, mais pourquoi pas de la part de Fonseca, justement, sur ce mercato. Alors oui, évidemment, Fonseca, je pense qu'il en a pris pour son grade, il va encore en prendre et c'est normal, mais je voudrais quand même qu'on rappelle que si on a une défense aussi faible, et moi ce qui m'inquiète, c'est aussi, je viens d'en parler, c'est les points qu'on risque encore de perdre, parce que on n'est pas là de récupérer une défense. Je viens de voir pour Diallo, ça va être entre 6 et 8 mois. Sur les côtés, on avait fait du bric et du broc. Wea s'est vachement bien démerdé. On a fait un peu de bricolage avec Wea, il a tenu le poste que magnifiquement, mais au bout du compte, on se rend compte que, tiens, comme ça a marché, on va garder Wea sur un poste qui n'est pas forcément le sien. Donc voilà, moi je voudrais surtout mettre l'accent sur les temps pour ces raisons-là. Alors, sur les absences, donc Thiago Diallo est absent jusqu'à la fin de saison, c'est plié. Normalement, Ismaili Diakité rentre après la trêve internationale. Et on peut imaginer que José Fonte, si sa gêne est liée à sa cicatrice, il sera également rétabli pour la trêve internationale. Donc, ça laisse augurer quand même d'un match à Toulouse, encore avec la défense expérimentale, et sans Benjamin André qui est suspendu. Ça promet. Tout à fait. On aura au moins Baleba le plaisir de voir Baleba. Baleba devrait jouer ce match. Pas intérêt qui se pète. Hein. Je pense aussi que c'est peut-être cette absence quantitativement qui fait que les joueurs se pètent plus facilement, quoi. On a beaucoup de blessures cette année, et parce qu'ils sont peut-être plus sollicités, peut-être par le jeu finalement prôné par Fonseca, et aussi par le banc qui est relativement faible et qui empêche le turnover. Damien,
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux te faire l'avocat de Fonseca, l'avocat de l'étang, ou au contraire aller dans le sens Oui, des premiers prix de enfin, Lyon? ni avocat ni procureur, mais peut-être nuancer un peu, enfin, pas ce qui a été dit là, mais plus des choses que j'ai vues ou lues, entendues depuis le match de vendredi. Parce qu'en fait, je lis des choses comme s'il y avait une formule magique. Il suffisait de faire entrer un milieu défensif ou un défenseur pour bétonner, donc pour faire en sorte qu'on ne prenne pas de but. Moi, j'ai un peu de mal avec cette vision du foot par simple addition de postes où on aurait une cumulativité de la force défensive en alignant simultanément plusieurs défenseurs. Enfin, quand on dit ça, j'ai l'impression que ça relève un peu de l'évidence. Voilà, plus tu as de défenseurs, moins tu prends de buts. Plus tu as d'attaquants, plus tu marques. Ça semble logique. Ah, on a 2 buts d'avance à 10 minutes de la fin, il faut verrouiller. Donc, est-ce qu'on a un entraîneur débile qui n'a pas pensé à ça? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut voir les choses peut-être un peu plus globalement. Enfin, je pense que verrouiller, ça ne se décrète pas et c'est pas nécessairement parce que tu fais rentrer des joueurs défensifs que tu verrouilles, ne serait-ce que parce qu'il y a un entraîneur en face qui réagit, qui fait entrer des attaquants, qui t'oblige à en tenir compte. Et moi, je pense qu'il y a un équilibre de l'équipe. Alors, on peut discuter le fait que l'équilibre lillois repose sur une forte projection vers l'avant, qui en retour nous expose défensivement. C'est assez clair cette année, hein. On marque beaucoup, on encaisse beaucoup. N'empêche que les joueurs ont des repères avec ce système-là et que prendre le risque d'en changer, c'est se condamner à subir. Donc, peut-être qu'on subit et qu'on tient, mais peut-être qu'on subit et qu'on ne tient pas et qu'en plus, on n'a plus de cartouches pour attaquer. Je pensais à ça parce que qu'est-ce qui est arrivé à Marseille dimanche soir? Marseille mène 2-0 à 10 minutes de la fin. Tudor fait sortir Sanchez et Malinowski pour faire entrer 2 défensifs. Guendouzi qui jouait milieu défensif et Bailly qui jouait arrière. 10 minutes après, il y a 2-2. Et la réaction de Jonathan Klaus après le match, c'était l'entraîneur a fait des changements qui nous ont perturbés. Or, il avait fait des changements défensifs. Donc là, je trouve que c'est facile parce qu'on parle a posteriori, on connaît la fin, on menait 3-1, ça a fait 3-3. Donc oui, certainement, il aurait fallu faire autrement. Mais faire autrement, c'était aussi une prise de risque. Et je pense que Fonseca, dans un raisonnement coût-bénéfice, se dit je ne change pas l'équilibre au risque d'offrir des occasions à l'adversaire et que cet adversaire revienne, plutôt que je change l'équilibre, mais sans beaucoup de garanties supplémentaires. Et en plus, je meurs avec pas mes idées, quoi. Enfin, pour moi, on ne peut pas démontrer que faire entrer un joueur défensif à 3-1 aurait changé le scénario. Peut-être que ça l'aurait changé, peut-être pas. Il y a peut-être un changement à faire, c'était André Gomes pour Balevra. Peut-être. Ah oui, parce que c'est Ounas qui rentre à la place de Gomes. Parce que surtout, et Virginius, il n'a pas les qualités de Jonathan David. C'est ça le problème. Je pense surtout pour rester dans la logique de Damien, je te rejoins Damien, sauf que quand en fin de match, tu as toute ta défense qui est sur les rotules, tu sais que tu dois pouvoir remplacer poste pour poste tes défenseurs, et là tu peux pas. Tu peux pas, puisqu'il n'y a absolument plus personne. Tu n'as plus aucune solution. Là, je parle justement d'un coaching qui aurait permis de conserver le même système de jeu avec des défenseurs qui étaient en état de finir le match. Et pour Blanc, ça a été une régalade. Il a vu l'état des défenseurs, on va faire rentrer une fusée devant, et c'est tout bénef, quoi. Donc, je te rejoins, mais en même temps, preuve que il nous manquait du monde derrière, quoi, parce que c'est pas la seule explication. Je pense que ça se cumule, je suis d'accord, et je trouve que c'est effectivement quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, c'est que on a beaucoup comparé les matchs de Paris et de Lyon. Moi, je trouve qu'il y a quand même une différence notable entre Paris et Lyon, c'est que Paris, j'ai eu l'impression qu'à la fin du match, on avait 2 équipes qui étaient coupées en 2, ce qui était logique pour Paris, qui cherchait à égaliser, ce qui était bizarre pour nous, parce qu'on cherchait plutôt le 2-4, alors que contre Lyon, globalement, même à 2-0, moi j'ai l'impression qu'on commençait à subir, qu'on était dominé, le deuxième penalty tombe un peu du ciel. Donc dans les 2 cas, on se fait remonter au score et mon sentiment, c'est que c'est pas dans les mêmes circonstances. À Paris, c'est par philosophie et à Lyon, c'est peut-être en partie par philosophie, mais aussi parce qu'il y a des joueurs très fatigués. Ils étaient cramés aussi à Paris. Hein. Bon. Ouéa, il n'en peut plus le dernier quart d'heure. Ouéa était mort de chez mort. Je vous propose de terminer avec cette évocation du match de Lyon et de passer à la dernière partie de l'émission. Toulouse, alors on a appelé ça Toulouse, il faut tourner la page, hein, c'est un hommage auquel tu seras sensible, Georges, le titre était dédié, hein, c'est un hommage à Claude Nougaro. Donc, Toulouse 11e avec 35 points, 12 points
de l'Europe, 11 points de Lille, 12 points du 17e premier relégable. C'est la définition parfaite du ventre mou. Donc 10 victoires, 5 nuls, 12 défaites. Sur les 8 derniers matchs, Toulouse, c'est tout ou rien. C'est 4 victoires, 4 défaites. Donc des victoires probantes, des défaites contre des gros. Donc on a défaite contre PSG, mais tout juste. Défaite à domicile contre Marseille. On a des victoires contre Angers, contre Clermont, non, pardon, contre Angers, contre Rennes, contre Troyes et contre Strasbourg. Une équipe qui a plutôt du jeu, qui a cette réputation. Comment vous voyez rapidement, finalement, ce prochain match, ce prochain rendez-vous avant la trêve internationale, en sachant que les problèmes d'effectifs lillois ne seront pas réglés à ce moment-là, qu'on ira encore avec une défense expérimentale? Est-ce que c'est un match que vous craignez, ou c'est un match où finalement il est tellement important pour la course à l'Europe qu'on est obligé de le gagner à Toulouse? Qui veut commencer? Vous grattez tous la barbiche. Allez, Christophe, vas-y. Moi, je crains ce match-là parce que s'ils font jouer Bail, Marchand, Flamand, Cross, Dupont, Tamac, plus Ramos, on est mort. Je veux dire, même pas la peine de jouer. Quand on fait forfait 3-0, ça serait bien. Si on va se prendre à 72-0, ça va pas. Pardon, excusez-moi. Pardon. Non, franchement, Toulouse, ils font peur. Ils jouent de l'avant. Ils jouent beaucoup. Alors, ils font peur, mais par rapport à ce qu'a dit Damien, ils font peur, mais sans plus, parce que à la limite, c'est vraiment l'équipe contre laquelle on peut jouer de l'avant. À la limite, faisons 4-4 à Toulouse, quoi. Allons-y, jouons de l'avant. Ils n'ont pas l'air d'avoir une défense qui est top non plus. Nous, on sait à quoi on part, donc voilà. Moi, à la limite, match nul, je serais content, parce que je pense que ça va jouer de leur côté, ça va jouer du nôtre. Et je pense pas qu'on ait les armes pour les bloquer comme des fous. Donc voilà, j'espère que ce sera un match super ouvert et qu'on fasse voilà, ça plein de buts. Mais franchement, je m'attends plus à ce que le LOSC gagne des matchs contre des petits en les maîtrisant et en marquant le but qu'il faut et en bétonnant quand il faut, ce que savent faire les équipes qui veulent jouer le haut du tableau. Moi, à mon avis, on est plus à jouer pour jouer et allons-y, quoi. Et puis, le jeu, les dés sont jetés, on verra bien, quoi. Voilà, il y a des réactions. Alors, Capenoult, qui est très taquin, qui nous dit méfiance, Toulouse vient de gagner à Angers, donc il faut se méfier de ce club de Toulouse. Ouais, ils ne sont pas gagnés qu'à Angers, Toulouse. Hein, je sais bien. Baptiste, qui a dit on a pris 2 points en 2 matchs, c'est pas bon pour l'Europe. Le match aller n'était pas simple pour Fabien. Baptiste, toujours une équipe qui ne modifie jamais son plan de jeu, même en jouant les gros, j'aime bien. Au mieux, match nul du LOSC pour Fabien. À Toulouse, il va falloir ajuster les boules de cuir pour Virgile. 3 points faciles pour Marc. Alors, beaucoup d'avis. Julien, dans la course à l'Europe, enfin du moins ce qui reste de l'Europe, parce que maintenant les écarts commencent à se faire, et finalement on se demande si le seul objectif raisonnable pour Lille, ce ne serait pas cette fameuse 5e place et ce petit tour en Conference League qui reste à notre portée. On est juste à 1 point derrière Rennes, mais le 4e est déjà à 5 ou 6 points. Enfin, j'ai pas le classement sous les yeux. Dans cette course à l'Europe, est-ce qu'une victoire à Toulouse est impérative? Toutes les victoires maintenant sont impératives et on dit ça chaque semaine, et chaque semaine on est déçu par un match nul ou un match qu'on aurait pu gagner. Donc moi je sais plus trop quoi penser. Je trouve que ce match contre Toulouse, il a tout du match piège, parce que là sur 2023, c'est 6 victoires, un nul, 3 défaites, donc ils sont plutôt dans une tendance qui est positive, même si les derniers matchs sont un peu moins bons. Ils ont eu leur hype plutôt sur janvier, début février. Il y a un bon coach, Montagnier, on le connaît. Je pense qu'il fait partie des bons entraîneurs français qui ont déjà prouvé des choses. Moi, ce match, il me fait peur. Est-ce qu'il faut le gagner? Oui, mais à chaque fois qu'on a une chance de remonter, on se loupe. Parce qu'il faut pas. Enfin, faut être très clair. Rennes fait nul contre Auxerre 0-0 ce week-end. C'était typiquement la journée pour prendre des points. Et avec 3 points, là,
bah, on serait 5e. Donc, devant Rennes. Comme chaque journée, finalement. Comme chaque journée. Chaque journée, on se dit la même chose. Donc, est-ce que c'est un des matchs les plus importants? Bah oui, il faut le gagner pour jouer l'Europe. Est-ce qu'on va le gagner? Elle me fait peur, cette équipe de Toulouse. Elle est joueuse. Montagnier est loin d'être nul. Je ne suis pas ultra serein. Alors, Georges, est-ce que tu es du même avis? Est-ce que tu penses que le match est fondamental pour l'avenir, pour la fin de saison du LOSC? Juste une statistique, je vous ai partagé sur le Messenger. Il y a eu un classement prévisionnel qui a été fait avec le groupe Opta, qui, selon certains sujets, finalement, a établi son classement prévisionnel pour la fin de saison. Et il voit donc devant. Alors, je suis en train de le chercher, mais je n'arrive plus à le voir. Il est parti, mon classement prévisionnel. Non, mais on est devant Rennes, quoi. Voilà, en gros, c'est le même classement qu'aujourd'hui, mais on finit devant Rennes. Tout à fait. Paris, donc, Marseille, Lens, Monaco, et on finit devant Rennes à quelques bricoles près, et on terminerait européen selon ce classement. Alors, Georges, est-ce que tu es du même avis? Est-ce que tu penses qu'il faut gagner absolument à Toulouse, ou finalement, si l'adversaire est seulement Rennes, est-ce qu'il ne faut pas juste rester à essayer de passer devant Alors, pour te répondre clairement et paraphraser encore Nougaro, je pense qu'il faut aller à Toulouse to win, gagner ce match à tout prix. Ouais, j'avais pas osé la faire, celle-là. J'avais pas osé la faire. C'est une très belle chanson. J'attends que tu cites le coq et la pendule. Je vais voir comment tu vas te débrouiller pour mettre ça dans la. Vas-y. Ah non. Mais là, je sais qu'actuellement, on est sous le balcon de l'Europe. Donc, comme Roméo. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres, qu'on y arrivera, et surtout que dimanche, ce soit ponctué d'une belle victoire. Je pense que clairement Toulouse a l'Europe à jouer, et puis au moins je dormirai mieux plutôt que passer une nuit sur l'écran noir de mes nuits blanches, quoi. Ou Cabella et Ounas feraient du cinéma. Bon, à propos de référence, on a Marius qui nous dit on va sûrement avoir Ounas et Cabella qui vont faire des passes à l'aveugle devant Montagnier, si c'est pas beau. Très bonne vanne. Alors déjà 200 supporters prévus à Toulouse. Les Dogs de l'Ouest sont présents. Les Dogs de l'Ouest, les Dogs du Vieux-Lille qui descendent, alors que c'est un des longs déplacements. Il y a 10 heures de route avec pas beaucoup d'arrêts. Donc, je pense que vu les vessies, on sera plutôt à 11 ou 12 heures pour descendre. Donc, bravo aux mecs de se bouger comme ça pour descendre à Toulouse. Voilà, donc un match important pour les supporters. Alors, Damien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tour de table? Qu'est-ce que tu attends de ce match contre Toulouse? Est-ce que tu le crains? Est-ce que tu espères un bon résultat qui nous relancerait dans ce duel contre Rennes? Ouais, je le crains. Je trouve que Toulouse, c'est une équipe chiante qui tourne bien cette année, qui avait cartonné, comme le rappelait Julien, plutôt en tout début d'année civile, là. Mais voilà, en plus, je trouve qu'à part ce fameux match de 2018, on n'a pas beaucoup de bons souvenirs à Toulouse. Enfin, ça ne me vient pas spontanément comme ça. Je me rappelle même que la dernière fois, quand Toulouse avait fait une saison catastrophique en D1, on avait été nuls, on avait perdu là-bas. Et encore, ils avaient raté un penalty à la fin. Donc, ouais, mais en même temps, j'ai vu passer une stat sur Twitter affirmant que les deux nuls qu'on vient de faire, là, c'était la deuxième fois de la saison seulement qu'on enchaînait, qu'on enchaînait deux résultats qui n'étaient pas une victoire. Donc, je me dis que le prochain résultat pourrait être une victoire. Logiquement, on ne va pas faire 3 matchs consécutifs sans victoire. Mais bon, je me fie à ce que j'ai envie de croire. Hein. Oui, j'espère que les prédictions d'Opta sont basées sur autre chose que des informations de Twitter. Sinon, on n'est pas dans la merde. Ouais, mais d'autant qu'on ne perd pas tant que ça, en vrai. Oui, mais on ne gagne pas. C'est ça le problème. Mais oui, mais on ne gagne pas. On a ce problème-là, on ne gagne pas. Bon, alors, on va terminer cette émission. Il est déjà 21h58. On était très bavard par le dernier. Ah, Damien. On ne termine pas sans rappeler que les filles du LOSC ont gagné dimanche. Oh, j'allais le dire. Et les Lensoises sont fraises depuis le derby. Elles sont au fond du seau, les Lensoises. Ouais, donc a priori, on se dirige plutôt vers un mano à mano Lille-Strasbourg, quoi. Et il y a Lille-Strasbourg courant avril. Alors, vous vous souvenez, en décembre, on parlait d'un mano à mano Lille-Lens et du derby qui allait avoir tellement d'importance. Lille l'a gagné. Et là, les filles, elles sont vraiment bien. Elles ont gagné 3-2 contre Saint-Malo. Elles sont. Ouais, ça a été difficile apparemment, mais c'est bon signe de gagner dans la difficulté. Il reste combien de matchs pour… Il en reste 6.
6 matchs. 6 matchs. 6 matchs. Ouais. Donc On n'a jamais été aussi près. voilà. Et Marc qui nous dit, et Damien n'était pas là au match. Hein, donc, Bah non, mais c'est plus compliqué maintenant. voilà, c'est ça. Donc, il a un mot d'excuse, Marc, hein, pour ne pas avoir été là. Donc, je vous propose de terminer après cet hommage fait à l'équipe lilloise qu'on va essayer d'aller voir dans un des prochains matchs. Hein. Ça fait des mois Prochain match, le 2 contre La Roche, et il y a Strasbourg courant du mois d'avril. D'accord. Bah, les 2 rendez-vous à noter, et c'est généralement le dimanche. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, surtout quand il y a un match de la Liga juste après ou juste avant. Mais bon, on va finir par aller les voir d'ici la fin de saison, c'est promis. Surtout qu'on a toujours le bouquin de Georges à remettre à Rachel. Donc, il faut vraiment qu'on y aille. Donc, je vous propose de terminer cette émission par le tour des pronostics. Hein. Vous pouvez faire vos pronostics sur les réseaux sociaux. Donc, on va les transmettre au pilier. On va commencer par Thomas. Thomas, sur ce match Toulouse contre Lille, quel est ton pronostic? Alors, souvent, on demande le nom des buteurs lillois. Si tu peux rajouter ce détail à ton pronostic, vas-y, lâche-toi. Tu as le droit de dire Jonathan David si tu n'as que lui en tête. Hein, Je vous ai écouté attentivement et c'est vrai qu'une série de 3 matchs sans victoire, ça serait une première. Donc je vais partir sur une victoire lilloise, 2-1, avec un doublé de Jonathan David. Je savais que tu allais dire ça. Je savais que tu allais dire des buts de Jonathan David. J'avais un pressentiment. Et le mec deviendrait meilleur buteur devant Kylian si Kylian n'est pas de but. Incroyable. Julien, est-ce que tu veux nous faire part de tes pronostics? Bah, malheureusement, moi, je vois plutôt un match nul. Je vois un partout avec un but sur corner de Alejandro. Oui. Christophe, est-ce que tu vois un but d'Alexandro et quel est ton pronostic? J'en vois 4, moi. Je vois 4-4 avec 4 buts d'Alexandro. Moi, je pense ça. Ouais, il est en pleine forme. Il pète les plombs, Christophe. Ça, c'est terminé. On l'a perdu. Il faut ranger les pompes à bière chez Christophe. Alors, on a d'autres pronostics. Hein. Virgile 0-2, Baptiste 1-2, David et Cabella, Fabien TFC 2 et Losque 1. Virgile 0-2. Capenou, Lille, Strasbourg au Stadium Nord avec entrée gratuite. Il faut être à fond derrière les filles. Je ne sais pas si c'est un souhait ou une information. Je ne sais pas. C'est un peu ta classique, ça. Hein. Oui. Ouais. Et Marc 0-3, Christophe 1-2 pour le LOSC, doublé Ounas Cabella, but aveugle. Ça, c'est spécial dédicace au cagole de Christophe et de Julien. Je sais que vous aimez bien les cagoles, toutes les deux. Ouais, c'est cagole. Et donc, voilà. Donc, Georges, est-ce que tu as d'autres pronostics à nous faire part? Alors, moi, je te dis que ça va faire 1-0. Tu verras. Alors, malgré une défense à bout de souffle, et je pense que le but, ça va être un Bamba des prophètes, quoi. Bon, écoute, Damien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Trop de références. Non, moi, je me contenterais d'un 0-1, et si Cabella pouvait frapper comme un sourd, à défaut de faire des passes aveugles, ça m'irait très bien. Il frappe pas assez, donc 0-1, but de Cabella sur une grosse frappe, ce serait bien. Bon, écoutez, moi, je vous sais que je donne jamais de pronostic, mais j'aime beaucoup le pronostic de Christophe, à du moins une partie de son pronostic, les 4 buts d'Alexandro. Pour le reste, j'en verrai un peu moins encaissé par Lucas Chevalier. Voilà, Phébus qui nous dit 0-3 et un penalty et demi. Ça, on s'attendait, c'est le pronostic favori de Phébus. Voilà, donc Cécile, la fille de Marc, qui dit 1-2. Voilà, on a terminé ces pronostics. On a terminé cette émission. Je voulais remercier les piliers du bistrot d'être présents. Hein, Damien, merci Damien. Merci François, toujours un plaisir. Tu sais que tu es le bienvenu. Tu as porte ouverte au bistrot de LOSC. Julien, merci à toi. Merci. Un dernier truc, je voudrais juste faire un clin d'œil à un sportif de la région que j'adore, Jimmy Gressier, qui est en train de tout péter, record de Europe du 5000, troisième meilleure performance française de tous les temps sur semi, c'était son premier semi-marathon, et qui est champion de France de cross là ce week-end. J'ai l'impression qu'on tient dans la région un champion extraordinaire et qui pourrait nous montrer des trucs de dingue. Donc voilà, tous derrière Jimmy Gressier, le boulonnais, c'est notre nouveau Franck Ribéry à nous. Bon, derrière aussi lui. Voilà, on est tous derrière Jimmy Gressier. Christophe, merci à toi de cette nouvelle participation.
Et ben ouais, moi je suis content d'apprendre l'existence de Jimmy Gressier aussi. Sérieusement, non, Christophe, quand même. Sérieusement, la course à pied, c'est un domaine qui m'est assez éloigné. C'est... Comme ton J'ai jamais compris le principe. comme ton physique l'indique. J'ai jamais compris le principe. Autant Bon. mon frère, il gambade dans les prés, tout ça compagnie, autant moi, non, pas trop. Non. Je vous rappelle que normalement au bistrot d'Aléos, les duels sont à fleurs et mouchetés. Hein, donc attention, attention. Donc merci Christophe, merci Georges, merci de Moi, ta je voudrais aussi participation. rendre un hommage à notre merveilleuse ministre des Sports, à qui on a demandé ce matin si les JO se passeraient bien au niveau sécurité suite aux incidents de la dernière Ligue des Champions au Stade de France, et qui a répondu non, non, mais depuis, il y a eu des matchs qui se déroulent sans problème. Pour preuve, ce week-end, on a encore eu un merveilleux crunch. Donc, bon Jeux Olympiques à Twickenham, quoi. On lui dédie cette émission et les futurs Jeux Olympiques. Merci Thomas, merci de ta participation. Je ne sais pas ce que tu as pensé de l'émission. On était plutôt concerné par la première partie, mais j'espère que nos échanges ne t'ont pas dérouté ou t'ont intéressé. Non, du tout. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, merci pour votre bonne humeur. J'ai passé un très bon moment. Voilà, en tout cas, Nous on aussi. voulait te féliciter, te remercier d'être venu. Et j'insiste, je voulais aussi te féliciter pour le bouquin. C'est vraiment un super bouquin, un bel ouvrage, comme Jusqu'à la dirait... page 11, hein, François. J'ai donné des informations sur le bouquin qui prouvent que je suis allé au moins jusqu'à la page 15. Donc, C'est THOMAP, c'est ça. oui, j'ai oublié. On a un vainqueur du concours et il faut que je remonte parce que c'était quasiment au début de l'émission. C'était Barat alors? C'est Jean Barat, tout à fait. Jean Barat. Il n'y a qu'une seule personne qui nous a donné la réponse. La question ne vous a pas trop inspiré. Je suis en train de chercher qui. Donc, il servait des bières d'une main et de l'autre, il entraînait le LOSC. Absolument. Incroyable. Damien, Notre rêve à tous, finalement. Une vie de rêve, la vie rêvée des supporters du LOSC. Damien, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est vraiment anecdotique, c'est pour Thomas, parce que je vois que dans les remerciements, tu remercies un Christian Friis Hansen. Est-ce qu'il y a un lien avec Jacob Friis Hansen, qui a joué au LOSC dans les années 90? C'est un Je ne Danois, crois ce pas. Friis Hansen? Alors, c'est du côté du Danemark, un historien du côté du Danemark. Friis Hansen et Danois. Oui, Jacob. Et pour le coup, toi, tu l'as vraiment lu jusqu'au bout. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Il se fout de moi parce qu'il a lu jusque la page 13 et après, il a lu les dernières pages des remerciements. Moi, je le connais, c'est un truon. Non. Mais Thomas, rappelle tes coordonnées sur Twitter, c'est comment? C'est THOMAP, c'est ça? Donc, c'est Tom, THOM, AP, Alain Pouliquin. Donc, Tom AP et tiré du bas. La référence Twitter, elle est sur les tweets du bistrot d'Aléosque et on la mettra au moment du résumé publié sur Facebook pour que chacun puisse le contacter ou aller chercher d'autres informations. Donc le vainqueur du concours, et j'ai reperdu, donc c'est Thierry Follet qui a répondu très rapidement Jean Barat, donc qui remporte la place au match Lille-Lorient, donc qui nous contacte en message privé, on lui donnera les indications pour qu'il récupère la place. Je m'apprête à rendre l'antenne, à vous souhaiter à tous les supporters, après vous avoir remercié, une excellente semaine, un excellent week-end footballistique. Et avant de vous quitter, bien sûr, vous savez que c'est l'usage du cri de guerre du bistrot d'Aléosque qu'on va tous pousser à 3. 1, 2, 3. Allez le LOSC! Allez le LOSC, à bientôt. Ciao! Salut!